Marie-Madeleine Martelly, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors tu es juriste de profession, mais tu te consacres aujourd'hui à l'écriture et tu publies ton tout premier ouvrage intitulé La révolte des vies, recueil de textes et poèmes ayant la volonté de déconfiner les êtres et les esprits. Mais avant, tu as choisi de partager avec nous une citation latine. Alors j'ai un peu peur de ma prononciation parce que le latin c'était il y a longtemps. Je te laisse nous la dire. Alors, la citation latine, déjà, mon premier métier faisait que j'étais habituée au latin, puisque j'ai même pas été juriste, j'étais avocate pendant 15 ans. C'est un métier qui est un peu différent quand même du métier de juriste que j'espère embrasser bientôt. Alors, la citation que j'ai retenue, c'est « Ipsa conteret caput tuum ». Voilà. La traduction, celle-ci t'écrasera la tête. Voilà, c'est un aphorisme qui est extrait de la Vulgate, et ça tu me l'as appris, qui est inscrit aussi sur le plafond de Notre-Dame de la Délivrance aux Mornes Rouges. Tout à fait. Pourquoi justement cette phrase, pourquoi une phrase biblique et pourquoi celle-ci en particulier? Alors celle-ci, parce que je crois beaucoup en Marie, j'ai beaucoup prié Marie, elle m'a beaucoup aidée, la Sainte Vierge. Et c'est aussi une force parce que quand j'ai un problème, je me dis que Marie écrasera la tête du serpent pour moi et que par ce biais, moi-même, j'écraserai la tête du serpent, donc je m'en sortirai. Tu vaincras les obstacles. Je vaincrai les obstacles. La révolte des vies est donc ton tout premier ouvrage. Il est publié aux éditions Bode, une trentaine de textes et poèmes dans lesquels tu dépeins la société martiniquaise dans ses caractéristiques. C'est en tout cas la promesse du livre. Quelles sont ces fameuses caractéristiques selon ta vision des choses? Selon ma vision des choses. Alors, je parle d'une grève, des grèves déjà. Alors, quand j'ai écrit, c'était en 2019, donc ce n'est pas du tout par rapport à l'ER, dans un texte qui s'appelle Rouge écarlate, et où je dis Rouge écarlate est le t-shirt des personnes qui descendent dans la rue et tout. Rouge écarlate est le trou béant de la balle de ces jeunes qui tombent sous le coup d'une balle perdue. Enfin, j'ai oublié comment je dis ça, parce que je n'ai pas relu le recueil de poèmes là tout de suite. Je ne sais pas tous les mots qui me viennent. Et puis, il y a tellement de choses sur la société. Il y a les hommes frivoles, par exemple. J'ai fait un texte sur les hommes frivoles. Il y a les femmes qui jouent de leur charme. J'ai fait un texte aussi sur ça. J'ai fait un texte sur la justice, bien sûr. J'ai fait un texte sur l'obésité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans la société martiniquaise, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en surpoids, voire carrément obèses. Moi-même, comme vous le voyez, j'ai des kilos à perdre. Donc, j'ai parlé de ça. De quoi ai-je parlé encore? Alors moi, je peux t'aider si tu veux. Oui. Parmi ceux que j'ai relevés, donc effectivement, Rouge écarlate, tu en as parlé, mais on peut aussi retrouver le texte Vie, Droit des petits, L'éducation du palais ou encore Je fais le rêve. Et c'est vrai qu'on voyage effectivement entre une photographie de la lutte sociale, on y retrouve aussi la prière muette d'une femme trompée, en passant par une longue nuit d'insomnie propice à la rime. J'allais te demander ce qui t'inspire, mais j'ai plutôt envie de te demander qu'est-ce qui ne t'inspire pas. Car effectivement, on a un éventail quand même assez large de sujets et de personnalités en fait, que tu dépeins à travers tes textes. Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Réponse, je ne sais pas. Parce que quand j'ai écrit ce recueil, j'étais hospitalisée et je n'avais rien à faire, donc j'ai meublé. J'ai demandé des feuilles avec un bic. Et j'ai écrit tout simplement, donc notamment j'ai écrit sur les hospitalisés, des gens à qui on ne vient pas rendre visite, avec Petit Oiseau, puisqu'il y avait un oiseau qui venait me visiter. Je disais, mon Dieu, mais à la fin du texte, je dis, et dire que beaucoup n'ont même pas le courage de faire comme ce petit oiseau qui, lui, est régulier, vient me voir, me rendre visite. Et où sont passés ceux qui m'aimaient, ceux que je véhiculais, ceux qui étaient mes amis soi-disant, où sont-ils passés? Et puis, voilà, Petit Oiseau, j'ai écrit vraiment sur ce qui venait à mon esprit. Rouge écarlate d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, tu l'as écrit après avoir vu un reportage au journal télévisé, justement, voilà, sur une manifestation. Il y avait une grève ce jour-là, par contre je ne me souviens pas, je n'ai pas noté exactement la date de la grève, c'était un mouvement de grève qui n'était finalement pas spécialement étendu, mais comme il n'y avait pas, c'était en 2019, je le rappelle, donc il n'y avait pas encore eu tout ce qui s'est passé avec le R. Donc moi j'ai parlé de la grande grève de février 2009. Mais à part Rouge écarlate, il y a vraiment, ça balaye un peu tout. Et oui. Est-ce qu'on pourrait justement résumer ton livre en disant que c'est aussi un livre pour réhabiliter finalement les révoltés, les rêveurs, les désespérés, en fait tous ceux qui pourraient être facilement mis de côté dans notre société?
Tout à fait, oui, on peut dire ça, parce que quand j'ai voulu... Alors, au départ, ce qu'il faut comprendre dans ce livre, c'est que c'est un livre qui était fait pour moi. C'était pas un livre qui était fait pour être publié. Je l'avais écrit parce que je m'ennuyais, donc j'écrivais. Et c'est un prêtre qui est venu me voir, et justement, je dis merci. Je remercie ce prêtre, le Père Thieu, d'être passé me voir, et j'avais les feuilles, donc je lui montre, il commence à lire, et puis il me regarde, il me dit, mais c'est trop beau ce que tu as écrit. Je lui dis, ah bon, vous trouvez? Il me dit, non, mais il faut absolument que tu publies ça. Ah, je dis, mais non, mes pères, je ne vais pas publier ça, mes pères. Non, 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 écoute-moi bien, tu m'écoutes, tu gardes les textes, tu gardes tous tes textes et tu les publies. Tu m'as entendu. Alors, je dis, bon, il a tellement insisté, presque en m'engueulant, j'ai dit, bon, d'accord, j'ai gardé effectivement les... J'ai fait une enveloppe solo pour protéger mes doigts, bien sûr, le réflexe d'avocate tout de suite. Oui. Et puis, j'ai publié 6 ans après parce qu'il fallait le temps que je digère aussi, parce que je parle de quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 4 ans et demi et qui finalement concerne beaucoup d'enfants, parce que hier soir, il y avait un film sur la chaîne qui dépasse celle d'ATV, je ne dirais pas quelle chaîne pour ne pas vous faire de concurrence. Et il y avait un film qui s'intitulait... attendez, c'était... j'ai un trou de mémoire. Je ne peux pas t'aider. Non, je cherchais c'est pas grave, ça va me revenir. Mais c'est sur une fille qui a la maltraitance, c'était signalement, voilà, au pluriel. Signalement, c'était sur la maltraitance des enfants. Et à la fin du reportage, enfin à la fin, parce qu'il y avait le film, et il y avait après un plateau télé où il y avait des gens qui étaient réunis, et il disait qu'un enfant sur 5 en France est victime de violences sexuelles. Donc, je me suis dit, ben, ma pauvre, t'es pas la seule. Et je me souviens d'une fois où j'étais quelque part et j'ai parlé de ce qui m'est arrivé quand j'avais 4 ans et demi, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge de 4 ans et demi, j'ai été victime d'un pédophile. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. J'en ai parlé uniquement à un membre de ma famille qui était un peu plus âgé que moi, en l'occurrence ma sœur, qui, elle, avait 8 ans et demi de plus que moi. C'est tout. Et toutes les deux, je lui ai dit, surtout, tu ne dis rien à papa. Tu ne dis rien à maman parce que la voisine, elle est gentille. Et si tu dis quelque chose, papa, il va chasser la voisine. Écrire, justement, te permet aussi de te libérer? Oui. Ça a été aussi pour moi une sorte d'exutoire et puis pour oublier aussi tout ça parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait marqué ce truc. Parce que 4 ans et demi, vous imaginez bien, excusez-moi, mais oui, j'ai 54 ans. Souvent, on refoule. Voilà, non, mais c'était derrière moi, je n'y pensais plus. Jusqu'au jour où j'avais des problèmes, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi j'avais ces problèmes-là. Donc, j'ai commencé à suivre une psychothérapie et tout, pour essayer de gérer tous ces problèmes-là. Et jusqu'au jour où la thérapeute me balance en plein visage, sans aucune préparation psychologique, parce que je n'avais pas vu de psychologue. Je voyais que des psychiatres. Et cette personne me balance comme ça en pleine figure. Mais dites-moi, Madame Martelly, ce que vous avez vécu à l'âge de 5 ans, c'était bien un viol, c'est ça? Et là, le choc, je revois la scène et je me dis, mais j'avais pas 5 ans, j'avais 4 ans et demi, puisque je me souviens, j'étais en train de colorier des écailles de poisson rouge. Des écailles de poisson dans un cahier de coloriage, là, vous voyez? Donc, en tout cas, ça a réveillé, ça a aussi réveillé le traumatisme, mais le traumatisme qui aujourd'hui nourrit aussi ta plume. D'ailleurs, il y a effectivement des textes aussi qui en parlent, qui font référence qui ont le mérite d'en parler, même si ça peut paraître à certains personnel, peut-être même trop personnel. Mais je me suis dit que j'ai le mérite de dire tout haut ce que beaucoup de femmes ne disent pas. Elles ne le disent pas. Et moi, je trouve ça dommage que cette personne qui est sur son lieu de travail, je lui parle de ce qui m'est arrivé, parce qu'on était, comme vous et moi, on était juste 2 femmes entre nous. Et elle me dit, vous savez, j'ai été violée par un membre de ma famille, qui était un membre très proche de sa famille, quand j'avais 8 ans. Quand dans des dossiers, je ne savais pas, j'avais déjà même oublié, donc j'avais eu ce problème. Et j'ai défendu, enfin non, je n'ai pas défendu lui, j'ai refusé de le défendre, ce monsieur. Je m'en souviens très bien d'ailleurs, et je sais pourquoi. J'ai refusé de défendre ce monsieur. Il avait violé sa fille. Depuis l'âge de 6 ans, il la violait. Et à l'âge de 12 ans, elle est tombée enceinte. Et quand ils ont fait un test ADN, ils se sont rendus compte que c'était lui le père. Et malgré tout, il niait. Il niait, il continuait à nier. Et à cause de ça, quand j'ai vu comment il était détaché, comment il ne venait même pas il n'avait même pas envie d'avoir des nouvelles de sa fille, je me suis dit, toi, je ne te défendrai pas. Et je ne l'ai pas défendu pour ça. Alors, autre sujet aussi que tu abordes dans ton livre, et d'ailleurs nous allons nous plonger dans quelques-unes de ces pages, puisque tu vas nous lire l'un de tes écrits, à savoir le tout premier, que l'on trouve dans ton recueil, intitulé « Médisance, médisance, esclavage inné ».
un texte dédié à tous les médisants de la terre. Donc nous allons t'écouter et ensuite on en parle. D'accord, je vous lis ça. Alors, j'affûte mes lunettes là, parce que sans lunettes, vous voyez... Ça va être plus compliqué. Ça sera plus compliqué. On voit que j'ai rajeuni, c'est terrible. Mes yeux ont beaucoup rajeuni. Alors, il a été écrit le 3 novembre 2019. Je suis née d'un pays de solitude. Je suis née d'un pays d'esclavage. J'étais esclave, née de père esclave, née de mère esclave. Mes sœurs étaient esclaves, mes beaux-frères étaient esclaves. Mes voisins et voisines étaient esclaves, le pays où je suis née était esclave. Je suis née d'un pays de médisance, où la médisance triomphe, où le palais Mounmal à outrance triomphe. Je suis née d'un pays où les prêtres ne cessent de demander un affranchissement. L'affranchissement de l'esclavage, esclavage de la langue, esclavage de la fange où se vautre tout un chacun, esclavage bien réel, esclavage surprenant sur une terre d'affranchis, où de toute évidence le terme affranchissement vise tout autre chose que les liens que la langue crée. Pays où les maudits maudissent, pays où les maudits salissent. D'aucuns préfèrent fuir, d'autres courbent l'échine, d'autres encore subissent sans maudire ce joug de servitude. Je suis née d'un pays dont je demande l'affranchissement. Je suis née d'une terre qui doit prendre conscience, esclave du quand, dira-t-on, esclave du tu ne sais pas ce que l'on dit, esclave du bla, 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 esclave de tous ces mots, mots qui maudissent sans dire un mot. La Martinique de maintenant, la Martinique qui donne des boutons, la Martinique du palais Mounmal, médisance sport local dans lequel peu rougissent d'exceller, médisance qu'artiste ou homme d'église tente en vain de dénoncer. Je suis née d'un pays porteur de cet héritage, qui à Sainte Rita, fêtée le 22 mai, patronne des causes désespérées, fait une prière de délivrance pour que de la révolte de Romains naisse la révolte des « je ne connais rien ». Et ce texte, Muriel, ne parle pas que d'esclavage au sens premier du terme. Nous sommes d'accord. Non, 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 pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs justement que tu tenais à défendre ce texte-là particulièrement quand je t'ai demandé celui que tu nous lirais. Pourquoi justement celui-ci particulièrement? Alors celui-ci, parce que les gens qui achèteront ce recueil de textes et de poèmes, il y aura sûrement plusieurs réactions. Quand je l'ai lu la première fois face à un public, il y a eu des réactions positives. La plupart des réactions étaient très positives. Mais j'ai eu une réaction négative d'une dame qui m'a dit oui, mais écoutez, ce texte, non, non, pas du tout. Ça ne s'applique pas à moi parce que moi, dans mes ascendants, excusez-moi, il n'y avait pas que des esclavagisés, il y avait des gens qui étaient libres. Et je me suis dit, mais où est-ce que la dame a vu la traite des Noirs dans le texte? Je parle effectivement d'affranchissement, je parle d'esclavage, de terre d'esclavage, mais pour moi, c'est l'esclavage de la médisance. Et quand je dis je suis née d'un pays d'esclavage, je voyais que c'est l'esclavage de la médisance. D'ailleurs, je dis pays où le terme affranchissement vise autre chose, vise tout autre chose que les liens que la langue crée. Et oui, ça vise autre chose que les liens que la langue crée. La langue crée des liens, mais autre chose, c'est que c'est pour bien montrer que l'affranchissement, il est déjà là. On l'a eu, l'affranchissement par rapport à la traite des Noirs. D'où l'intérêt de relire plusieurs fois ah oui, il faut le relire plusieurs fois. Les textes et les poèmes, il y a toujours plusieurs lectures. Alors avant de refermer cette émission, tu as voulu nous parler de la cantatrice martiniquaise Roselyne Cyril, oui. Qui est revenue vivre au pays il y a maintenant une vingtaine d'années. Alors elle enseigne aujourd'hui, mais continue évidemment de chanter. Elle a interprété les plus grands classiques de l'opéra et pourtant, tu estimes qu'elle n'est pas assez connue, reconnue et médiatisée dans son propre pays. Et tu as voulu justement lui rendre hommage et rectifier ça. Ah oui, déjà, première chose, je lui rends hommage parce que bien avant Fabienne Di Falco, elle a été la première à vraiment essayer. Il y a eu Christiane Dapierre, c'est sûr, à l'international et sur la métropole. Mais en Martinique, à venir et à essayer de faire monter le lyrique, de faire les gens entendre le lyrique, aimer le lyrique comme elle l'a fait, elle a été la première, la pionnière. Après, il y a eu Fabienne Di Falco qui est arrivée, mais elle a fait son trou, son petit trou, lentement et sûrement. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette femme. On entend d'ailleurs quelques notes de l'Ave Maria qu'elle a interprétée en l'église de Schellcher en 2024, en mai 2024.
Donc petit clin d'œil en tout cas à Roselyne Cyril. Merci beaucoup Muriel d'être venue sur ce plateau. Donc on rappelle que ton ouvrage La Révolte des Vies, tout premier ouvrage publié et j'imagine pas le dernier, se trouve aux éditions Bod et qu'on peut retrouver j'imagine dans toutes les bonnes librairies. Même pas, même pas, parce qu'il faut le commander. Il faut le commander à Cultura. Vous allez soit à Cultura, soit à la Fnac, vous le commandez. Ou sinon, vous m'appelez, je ne sais pas si je peux donner mon numéro de téléphone. Oh bah, je pense que nos téléspectateurs trouveront l'information sur Internet. Sur Internet, ou ils appellent carrément à TV, et puis voilà, comme ça, voilà. ils auront mon numéro de téléphone. Nous ferons le lien, évidemment, avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.